Mesdames et messieurs, bonjour. Parce que des faits non encore jugés ne peuvent être présentés comme les avis, les positions, les opinions des Burkinabés, nous nous retrouvons du lundi au vendredi sur Watt FM, également sur Truth TV, pour partager une lecture croisée sur l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement préalable. Bienvenue à tous et à toutes au tribunal de l'actualité. Nous vous partageons cette pensée de l'artiste, dramaturge, écrivain, essayiste et romancier Milan Kundera, qui dit ceci: concevoir le diable comme un partisan du mal et l'ange comme un combattant du bien, c'est accepter la démagogie des anges. Bonne méditation en cette journée du 12 novembre 2020. Nous sommes jeudi, 4e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Lukman Sanfou est mon nom et je préside ce tribunal de l'actualité sur Watt FM et sur Truth TV avec la complicité de deux juges au siège, Bernard Bougouma, Juge Frava. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président, bonjour Juge Frava, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Salutations fraternelles également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité à la radio également à Truth TV. Ce matin, encore une fois, on porte un jugement sur l'actualité et deux sujets retiennent principalement notre attention. D'abord, on parlera de cette sortie du réseau national de lutte anticorruption RENLAC au niveau du Burkina Faso qui fait le constat que depuis l'ouverture donc de la campagne électorale le 31 octobre dernier pour la présidentielle et également pour les législatives du 22 novembre prochain, les candidats et les différents partis politiques en liste et rivalisent de méthode clienteliste, donc en lieu et place d'un débat programmatique. Il parle donc de distribution des billets de banque, de carburant, de riz, tout y passe. Et selon le RENLAC, c'est les partis, toutes tendances confondues, en tout cas qui ne s'embarrassent plus de ces mauvaises pratiques dans leur course pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Il invite donc les autorités judiciaires à s'intéresser à ces pratiques qui sont, selon le RENLAC, constitutives d'infractions au sens de la loi pénale. On va y porter un jugement dès la première partie de l'émission. On parlera également de la Côte d'Ivoire où, vous le savez, le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré hier mercredi 11 novembre 2020 le président de la coalition de l'opposition Henri Konan Bédié. Une rencontre donc qui s'est tenue 2 jours seulement, vous le savez, après le discours télévisé d'Alassane Ouattara dans lequel il avait indiqué son intention de rencontrer le président du PDCI. Alors, ils se sont rencontrés environ 45 minutes et le chef de l'État ivoirien a indiqué qu'il s'agissait d'abord de rétablir la confiance et que le dialogue a bien démarré. Pour le président du PDCI, il faut aussi noter, et représentant de l'opposition, qui n'a pas été en tout cas loquace, mais pour lui, la rencontre a permis de briser le mur de glace et que de nombreux entretiens étaient prévus dans les prochains jours. Il annonce également qu'il va faire le point sur la suite avec le reste de l'opposition demain vendredi à midi. Il faut aussi noter que le bilan global des troubles liés donc à ces élections est estimé à environ 85 morts et 484 blessés en 3 mois de crise électorale. Voici ce qui est de deux sujets d'actualité de cette émission, le tribunal de l'actualité, la virgule et les avant-propos. Il me dit, Président, donne la parole à Geoffroy. Bonjour. Geoffroy, vous avez la parole. D'accord, merci Président. Moi, je vais m'intéresser au Royaume du Maroc avec cette annonce de son roi, parce qu'on savait très bien que depuis certains temps concernant la progression de la maladie à coronavirus dans ce pays-là, on en est encore à repartir vers des pics. Donc, ce qui pointait à l'horizon, c'était des confinements ou des reconfinements, si on peut dire cela comme ça. Mais il y a le roi qui a pris tout le monde au court avec cette annonce-là, ce communiqué qui dit que je pense que c'est la semaine prochaine, il y aura, dans le communiqué on ne parle pas de semaine prochaine, on dit que très prochainement il y aura une campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Ça sera le premier pays au monde à le faire si c'est effectif. Et puis, selon certaines sources, cette campagne-là devrait commencer la semaine prochaine. En tout cas très incessamment. Et parce que lundi, quoi qu'on dise aussi, le roi a eu une rencontre avec une task force sur la question du Covid-19 et avec les laboratoires, puisque depuis août, il y a beaucoup de tests qui sont en train d'être faits concernant un vaccin qui, pour eux, a montré son taux de réussite d'en gros 90%, son taux d'efficacité, et qui a permis depuis d'avoir en gros 1 million de tests, pas seulement au Maroc, parce qu'il y a en gros 600 personnes au Maroc qui ont accepté de faire ces bêta-tests-là. Et à travers le monde, le Brésil et autres, il y a d'autres qui ont eu
évidemment à prendre ces vaccins-là, et on a vu un peu leur efficacité. Donc ça a montré ses preuves et ils ont les probabilités relativement à son efficacité, et le Maroc est prêt à y aller à partir de la semaine prochaine selon donc certaines indiscrétions. J'ai dit c'est le premier pays qui va oser le faire. Ça va se faire avec toutes les craintes, c'est clair, mais il y a l'assurance qui est donnée que bon, c'est un produit qui a été testé pendant longtemps et dont l'efficacité est avérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays sont face à un dilemme pour ceux qui se retrouvent dans des situations qu'ils ont connues et qui ont été des situations difficiles. Vous prenez les pays occidentaux, on ne va pas revenir sur la question de l'offre hospitalière et les capacités qui ont été débordées. Dans beaucoup d'autres pays, ça a été vécu de façon très difficile. Et lorsqu'on voit ce pic en train de revenir, il faut trouver une solution ici et maintenant, parce que c'est pas seulement la gestion des cas, mais c'est l'après-Covid. C'est des économies qui sont souvent à genoux, donc il faut y porter une réponse ici et maintenant. Et je pense que le Maroc, de façon courageuse, a décidé d'y aller avec les garde-fous, parce qu'ils disent que c'est une solution bien médicale, c'est-à-dire que ça a respecté toutes les règles de l'art. Maintenant, vous savez, en la matière, c'est un mal qu'on ne maîtrise pas encore, et puis il y a une vraie guerre sur la question du vaccin. Prenez aux États-Unis et autres, et même du côté du Brésil, il y avait beaucoup d'autres tests qui étaient en train d'être faits, mais qui ont été arrêtés il n'y a pas si longtemps, parce que forcément il y avait des effets pervers qu'on ne maîtrisait pas. Donc il y a une vraie guerre, il y a une vraie course à trouver un remède au Covid, mais quelquefois aussi même les solutions proposées et trouvées, les uns sont peu enclins parce qu'ils se disent on ne maîtrise pas encore la chose, il faut faire attention. On a le cas malgache qui reste encore en travers de la gorge, donc du coup il y a beaucoup de réticence. Le Maroc a décidé d'y aller, c'est courageux, on va regarder ce que ça va donner. Je ne dirais pas qu'on le regardera comme des cobayes. Je me dis que le roi et sa task force a pris toutes les mesures pour que cela se fasse de la meilleure des façons, et qu'il n'y ait pas un impact qui soit plus désastreux que la maladie en elle-même. Et c'est ce qu'on pourrait espérer. Et peut-être que cela va décider les autres, au regard des résultats probants, à y aller aussi. Parce qu'on est en train d'aller dans beaucoup de pays vers une deuxième vague. Et ça fait vraiment peur. C'était mon avant-propos de ce matin. On va regarder vers le Maroc, son courage, et puis espérer que ça marche et que nous tous puissions nous en inspirer peut-être. D'accord, merci à vous de porter cet espoir-là. Toutes les fois où en tout cas il y a cette possibilité de penser qu'il pourrait avoir un remède contre ce coronavirus, on ne peut que croiser les doigts. Ben Avougma, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci Président, moi je vais en Guinée, qui contrairement à la Côte d'Ivoire n'a pas encore pu, les deux têtes je vais dire, n'ont pas encore pu se parler. En Côte d'Ivoire, hier Alassane Bédié s'est fait. Je prends la Guinée, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est enrôlée, je prends la Guinée parce que jusqu'à présent, il n'y a pas ce rapprochement-là qui a pu avoir lieu de façon officielle. Donc entre un candidat malheureux qui a été encerclé, des résultats qui avaient proclamé ces résultats, des résultats qui ont été proclamés, la CEDEAO qui félicite et demande à travailler dans la paix, mais jusqu'à présent les lignes n'ont pas suffisamment bougé. Une opposition aussi par la voix de Tchali dans le dialogue qui avait appelé à une désobéissance civile, jusqu'à présent aussi qui peine également à prendre. Donc il n'y a que le dialogue peut-être qui va prévaloir, ou le rapport de force, parce que c'est les deux méthodes. Entre les deux, il y a une méthode seulement qui va marcher. Les deux ne peuvent pas marcher au même moment. Donc on ne peut pas se dialoguer pendant qu'on se pourchasse, on ne peut pas se pourchasser pendant qu'on dialogue. Et donc maintenant, comment est-ce que Alpha Condé va négocier avec son opposition? Est-ce qu'il y aura des rencontres? Est-ce qu'il y aura une ouverture? Ça, c'est la grande question. Mais je mets les deux pays en comparaison parce que les hostilités ont commencé beaucoup plus en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. À partir des élections, je veux dire, parce que les élections se sont déroulées en Guinée avant la Côte d'Ivoire. Parce que quand Alassane a annoncé son mandat, les hostilités ont démarré. La Guinée, c'est pareil. Mais bon, c'est une Côte d'Ivoire peut-être qui est en train de réussir mieux qu'en Guinée. Donc, on attend de voir comment est-ce que à Guinée aussi ça va se régler, parce que les deux pays sont plus ou moins liés par cette affaire de troisième mandat et par cette affaire de rebondissement et de crise. Il y a une légère différence au niveau de coloration et des acteurs, sinon c'est à peu près la même chose. Et pendant qu'on y est, il y a un Ivoirien qui conseille de façon officielle Alpha Condé, comment on appelle ça, au niveau de la Guinée. Et donc je pense aussi qu'il y a une Guinée
dont on est en train de regarder ou d'observer pour voir dans quelle direction véritablement les choses vont aller. Donc c'était ça mon avant-propos de ce matin. Donc la Guinée des Sékou Ahmed Touré. D'accord. Merci à vous et merci à tous les deux pour cette lecture croisée sur l'actualité africaine. Vous avez parlé donc du Maroc et de la Guinée de Sékou Touré. Vous l'avez dit. On va maintenant parler de notre première affaire enrôlée. Donc cette sortie à travers un communiqué du réseau national de lutte anticorruption au niveau du Burkina Faso, donc qui fait le constat donc justement que depuis l'ouverture de la campagne électorale le 31 octobre dernier pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain, il y a des pratiques qui en tout cas frisent à la corruption, on va dire, puisque le NELAC en tout cas fait le constat que les partis rivalisent donc de ces pratiques au lieu d'un vrai débat programmatique selon ses propres termes, et du président sortant alors comme Christian Kaboré en passant par Zifren Diabré et Edi Komboré, tous les partis y passent en termes donc d'utilisation de ces méthodes pour conquérir l'électorat. Alors quelle est l'appréciation qu'on y porte, puisque le NELAC aussi appelle la justice à se saisir donc de cette question, parce que on pourrait avoir violation donc de dispositions légales en la matière. Quel est le regard qu'on peut y porter? Commençons par Geoffroy Vara. Donc tous les partis soupçonnés de pratiques de corruption, sinon en tout cas de suspicion de corruption, on va dire comme ça, des pratiques clientélistes de la part du NELAC. Vous également, vous avez en charge des journalistes qui sont sur le terrain, qui observent. Est-ce qu'on peut dire que cette photographie faite par le NELAC est tout à fait exacte? Le NELAC ne dit pas faux. Le NELAC ne dit pas faux parce que nous avons pu suivre plusieurs partis politiques déjà depuis le début de la campagne dans des coins d'espace. Vous voyez bien des petites tractations, des petits billets sous cap qui se font. Ça c'est des choses et je pense que même l'opinion a pu le voir dans certaines photos où même au premier rang on se penche et puis on glisse quelque chose derrière, et bon, c'est la pratique, c'est un peu la pratique. Et puis au fond c'est quoi? Même la mobilisation aujourd'hui, ne nous leurrons pas, il y a des gens qu'on paie pour mobiliser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il vous garantit que lui, il vous fera venir 500 femmes, 600 jeunes, comme si vous parlez de, je ne sais pas moi, de colis. De livraison de marchandises. De livraison de marchandises. Et c'est déjà avec lesquels les gens passent commande. Ils viennent, ils vous bondent votre rendez-vous, et puis on distribue les t-shirts. Donc tout le monde a le t-shirt estampillé et l'arbore, et on est convaincu que voilà, on a la salle qui est pleine de nos partisans. Mais le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas la conviction que ce soit les partisans, puisque celui même qui les a fait venir, c'est comment? Mais c'est pour que l'indécis se dise que derrière lui il y a du monde. Donc c'est un jeu qui est en train d'être fait. Mais je crois que pour moi le problème doit être posé de façon plus profonde. Il est des démocraties dans lesquelles la question de l'argent et de son impact dans les élections a été posée et pensée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui M. Sarkozy a des problèmes longtemps après être passé à l'Élysée? C'est sur la question du financement de sa campagne. Le financement libyen. C'est parce qu'il y a des règles qui ont été établies sur qui donne et jusqu'à combien vous pouvez avoir pour continuer de faire campagne. Sinon, à un moment donné, les résultats, comme on l'a d'habitude sous nos cieux, ne sera rien d'autre que la stratification des moyens qui ont été mis. À qui met plus d'argent, le rang est donné. Et ça, c'est dommage. Donc, si on veut faire la réflexion, pour moi, ce n'est pas regarder seulement parce que il y a, et ça peut-être lorsqu'on ira un peu plus loin dans le discours, il y a nos réalités aussi sociétales. Mais il faut comprendre que c'est le moment où l'argent circule le plus. Mais est-ce que c'est seulement c'est seulement la faute du comment dire cela, du corrupteur? Il y a aussi le corrompu. Maintenant, est-ce que pendant les élections, il faut le voir ainsi, si à la fin, il n'y a que dans l'urne, celui qui y est, fait un choix seul. C'est clair que l'argent qu'il prend dehors peut le conditionner. Maintenant, il fait un choix sur son avenir. Il y a un autre politicien qui disait: j'ai pas les moyens de vous donner grand chose, mais si vous le donne, prenez, mais ne m'oubliez pas lorsque vous allez aller voter.
Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand vous êtes face à votre urne, il y a un choix aussi que vous devez faire en toute conscience. Mais quand on était il n'y a pas longtemps, je ne vais pas dire où, parce que vous allez vous rappeler, vous allez savoir un peu de quel parti je parle ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui disait, mais nos politiciens là, il est blanc ou il est noir ou quand les élections finissent là, c'est eux qui se partagent les postes. Tu vois, opposant, on lui trouve quelque part. On lui trouve un positionnement quelque part. Au pouvoir, on lui trouve un positionnement quelque part. C'est notre argent là qu'ils ont pris, ils vont venir nous donner un peu pendant la campagne. Oui, je l'ai entendu. Donc, c'est une réflexion que les gens portent aujourd'hui. Quand on dit campagne, c'est le moment où l'argent va circuler. Mais quand ils disent l'argent va circuler, ils se disent d'une certaine façon, c'est notre argent. Pendant 5 ans, nous, on n'a pas vu ça. Bon, peut-être aujourd'hui, ils vont donner une petite partie. Mais ce n'est pas ça qui doit dicter le choix. C'est ça, peut-être, le débat de fond qu'on doit mener. On aura l'occasion justement de mener le débat dans le fond. Déjà, Bernard Bougman, comment vous appréciez cette sonnette d'alarme donc tirée par le RENLAC? Parce que certains disent que ça appelle aussi à une qualification des faits. Je ferai parler tout à l'heure de nos réalités sociétales. Pour certains, ce n'est pas de la corruption. En Afrique, quand on organise des événements, il faut forcément qu'il y ait de quoi mettre sous la dent et tout. Comment vous appréciez justement cette réalité des choses? Non, la corruption, comme en Afrique, il y a plusieurs compréhensions. Il y en a même qui, sur le plan socio-culturel, qui estiment que quelqu'un vous a rendu service. Il faut être reconnaissant. C'est juste un acte de reconnaissance. Et aussi, dans l'imaginaire populaire, on vous dit vous ne partez pas saluer les chefs les mains vides. Vous ne pouvez pas aller rendre visite à quelqu'un sans apporter un cadeau. Et donc, cette culture l'a plus ou moins impacté aussi sur le plan politique, et l'homme politique maintenant abuse. Donc de fait de dire que je ne suis pas venu les mains vides, saluer le chef, ça c'est le rituel qui l'exige. Et donc le rituel exige que vous venez saluer un chef, vous faites un geste à son endroit, mais aujourd'hui il y a une épaisseur d'enveloppe qui est regardée en fonction aussi de l'assise du chef à qui vous rendez visite. Et ça accompagne aussi d'autres présents qui ne sont pas forcément de l'argent, mais qui sont de grandes valeurs. La rénovation du palais, par exemple, l'achat d'une monture, d'habillement ou de canne remarquable pour le chef, et un certain nombre d'éléments. Donc il y a tous ces éléments-là. Mais maintenant, quand vous partez pendant les meetings, vous avez effectivement une population sortie nombreuse pour vous écouter. Et bon, c'est leur donner de l'eau à boire, se faire ceci. Et puis il y en a qui ont mouillé le maillot, il faut les encourager. Ils ont mis de l'essence pour faire ci. Donc tout est, tant que ça rentre dans les normes, il n'y a pas de problème. Que quelqu'un ait mis sa sonorisation en location que vous réglez, je ne vois pas où se trouve le problème. Maintenant qu'un militant ou un cadre du parti, effectivement, ait fait les démarches avant votre arrivée, vous tend une facture par rapport à son carburant, à coup de fil et autres, pour que vous puissiez régler, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est que là, ce qu'on a, les uns et les autres ne respectent pas dans les normes, ne respectent pas dans les proportions. Même ceux qui disent, Geoffroy l'a bien dit, il n'a pas dit de ne pas prendre. Il dit de prendre, mais de ne pas l'oublier. C'est-à-dire le principe qui consiste à dire, il ne faut même pas faire, parce que si vous faites, vous êtes complice en même temps d'une corruption passive. Il ne le dit pas. Autrement dit, c'est parce que moi-même je n'ai pas, sinon je vais vous donner. Mais comme moi je n'ai pas, et que disant non, prenez, mais vous venez voter pour moi. C'est une question qui ne dit pas son nom en même temps si on veut aller loin. Parce que vous ne pouvez pas encourager des gens à prendre des choses qu'ils ne devraient pas prendre. Donc le dire... Donc prendre, c'est perpétuer le délit. Oui, justement, donc leur dit de prendre, vous de les aider à effectivement perpétuer le délit. Et donc là, il faut reconnaître que même ceux qui disent de prendre et de venir voter pour eux contribuent à ce que effectivement les gens prennent. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre dans la tête de ceux qui prennent que c'est pas bien. Donc, et quand ils disent ça, les gens disent, c'est sûr que c'est parce qu'il n'en a pas pour nous donner. Sinon, pourquoi il sait que c'est pas bien, puis il nous dit d'aller prendre aussi. Donc, en même temps, ça pose la question, une question de fond. Est-ce que ceux-mêmes qui disent de prendre et de les voter, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas? Maintenant, la réalité aussi, c'est qu'on ne peut pas battre campagne sans argent. C'est pas possible. J'ai dit, il y a une machine électorale à mettre en branle. Il y a un matériel roulant. Quand vous devez aller à Dori rencontrer vos électeurs, vous n'allez pas aller à pied. Mais du carburant, ça c'est de l'argent. Il faudra un véhicule, ça c'est de l'argent. Donc, et il y a arrivé là-bas, pour vous faire entendre, il y a une sonorisation, peut-être il y a une salle à louer, ça il vous faudra de l'argent. C'est pourquoi certains pays ont plafonné, pour que ça ne dépasse pas l'extra.
Qu'on ne rentre pas maintenant dans un gaspillage à outrance, pour qu'on puisse contrôler, savoir qui d'ailleurs donne l'argent et tout est bien contrôlé pour que effectivement ça marche. Là, ça veut dire que ces pays n'ont pas dit qu'il n'y a pas d'argent à prendre, il n'y a pas d'argent, à mettre dans la campagne, mais il y a des limites, effectivement, à ne pas dépasser. Par vous citez certaines démocraties, même chez nous, il y a quand même, c'est encadré tout cela. Mais ce n'est pas plafonné. Nos dépenses de campagne ne sont pas plafonnées. Maintenant, ce qui doit être fait en période électorale, ça c'est connu, la corruption électorale. Ça c'est connu. La loi est claire là-dessus. Si vous êtes pris pour des questions de corruption électorale, ben vous êtes sanctionné. Maintenant, les uns et les autres ont trouvé une façon subtile de le faire. Donc pour courtiser les grands électeurs, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une éloquence, ce n'est pas ça, c'est d'autres moyens qui mobilisent effectivement ceux qu'on appelle les grands électeurs, qui sont assis, mais qui donnent des ordres et qui donnent des instructions, mais qui ne bougent même pas. Ils ne partent pas sur le site du meeting. Il y a d'autres qu'on vient voir nuitamment et tard dans la nuit, et puis c'est ni vu, ni connu. Vous avez entendu des moteurs vrombir la nuit devant le domicile du leader religieux, coutumier ou traditionnel ou je ne sais pas moi, mais vous n'allez pas savoir qui c'est. Et puis c'est fait. Ou bien il y a quelqu'un de façon anonyme qui arrive, vous pensez que c'est un visiteur naturel, simple comme ça, mais qui est venu au nom d'eux. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc ce que le RENAC dénonce, c'est une réalité au niveau du Burkina Faso, et tous les partis politiques n'échappent pas à cette règle. Les grands partis qui ont les moyens ont distribué qui? Des voitures, qui? Des motos, qui? Des vélos. Sans oublier maintenant les tenues que les uns et les autres doivent porter, ou d'autres ont payé de leur poche, mais par d'autres aussi c'est le leader qui a casqué pour son grand lot. Il dit bon, moi j'ai tel nombre de personnes à ma charge et je gère, qui fait imprimer des t-shirts. Maintenant bon, comme il n'y a plus de logo à mettre, les couleurs qui payent, couleur unique, qui envoient des t-shirts à remettre. Donc aujourd'hui, ce que le RENAC dénonce, oui, c'est vrai, la loi aurait pu encadrer, plafonner, limiter les dépenses et ces choses-là, et être beaucoup plus coercitif de mon point de vue. On aurait pu mieux faire avec la loi qui a été adoptée pendant sous le CNT, et puis dans le code électoral. Je pense qu'on aurait pu corser davantage, mais on n'y est pas. Ce sont des étapes. Mais je pense que les choses vont quand même, les lignes vont bouger d'une année à une autre. Exactement. Et la question de fond, justement, c'est le fait que ce sont des gens qui aspirent à conquérir et diriger le pouvoir d'État, et qui s'adonnent, pour la plupart en tout cas, à des pratiques qui s'apparentent à la corruption. Comment peut-on, alors qu'ils ont eux-mêmes dans leurs différents programmes des propositions de lutte contre la corruption, comment peut-on être efficace une fois qu'on sera au pouvoir, si on vient déjà au pouvoir par des manœuvres en tout cas qui sont aux antipodes donc de la vertu, on va dire? Je crois que le propos du RENAC est assez clair. Ce n'est pas une accusation à l'endroit d'un camp. C'est la pratique de tous les partis politiques, de toute la classe politique. Donc je dis, il faut savoir interroger maintenant la chose, c'est que si tout le monde le fait, ça veut dire que c'est accepté. Ça veut dire que c'est presque normal. C'est celui qui ne le fait pas qui risque fort, lui, d'être mis en minorité. Je me rappelle les propos de Sessouma, qui disait qu'on était venu le voir notamment parlant de jeunes, et qui lui demandait une somme, 400 000 francs si ma mémoire est bonne, pour l'aider à mobiliser. Pour remplir le terrain. Remplir le terrain. Et ma foi, il n'y a pas donné donc bonne suite. Et résultat, le lendemain, nous avons tous fait le reportage, on a tous vu. Ça paye cash. Voilà, ça paye cash. Donc il n'a pas eu la mobilisation qu'il voulait. Mais sûrement qu'il l'aurait accepté, il ne nous aurait pas dit aussi, ça c'est sûr. C'est la réalité aujourd'hui. Donc si ça se passe comme ça, si tout le monde fait comme ça, ça veut dire qu'à un moment donné, si vous ne le faites pas, vous avez un problème. Mais je crois aussi qu'on ne mobilise pas en allant voir des personnes qui en ont la capacité, pas
sous le prisme de ce qu'ils aient lu notre programme ou bien qu'ils aient le sentiment que nous soyons le meilleur candidat. Mais ils viennent parce que vous allez distribuer à chacun, je ne sais pas moi, 1000 francs, mais 5000, 5000, et puis vous allez leur mettre du carburant. J'en riais pas loin, à côté il y a une station d'essence, il y a un qui a demandé, il passait, il a crié, est-ce qu'il n'y a pas encore les bons il a donné le nom d'un parti. Il a dit, il a ri, il est parti. Parce qu'il sait que c'est un peu la pratique, tout le monde a ri un peu à côté. Parce qu'on a tous vu plusieurs motos agglutinées à la station. Après vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y aura pénurie bientôt, il y a un problème. On dit non, il y a distribution. Station réquisitionnée. Voilà, pour distribution. C'est les pratiques. Ce sont les pratiques en cette période-là. Et ça tombe sous le sens. C'est-à-dire pour beaucoup, c'est normal. Mais à la vérité aussi, je pense qu'il faut tirer aussi une leçon. C'est que on n'arrive plus à mobiliser les gens sur la base des convictions politiques. De l'offre politique. De l'offre politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un désintérêt de cette offre-là. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de cette offre-là. Et puis, pour certains aujourd'hui, que ce soit X, que ce soit Y, son sort ne va pas forcément changer. Je crois aussi qu'il y a cela qu'il faut prendre en compte. Maintenant, à la vérité, si vous voulez que ce soit la période de la raison, vous avez perdu. Parce qu'il y avait Jean Mister qui disait que la majorité a toujours raison. Mais c'est que la raison n'a pas la majorité pendant les élections. Ça veut dire que c'est pas le moment, les élections, c'est pas forcément la période où la raison est la chose la plus partagée, où c'est qu'est-ce que dit le programme, qu'est-ce qui est intéressant dedans, quels sont mes principes à moi, quelles sont mes priorités, qui répond le mieux, qui donne la meilleure des solutions. C'est pas ça. Les gens n'écoutent même pas les discours. C'est les petites phrases choc, les promesses qui sortent un peu de... Voilà, c'est ça qui revient et tout. Donc c'est dire que les populations sont à la fois victimes et responsables donc de ces pratiques-là, parce que c'est elles qui favorisent, c'est elles qui réceptionnent, qui écoutent, qui adhèrent. Non, je ne dirais pas victime. C'est-à-dire, ça pion sur rue, c'est comme ça. En Afrique... Non, le dire ainsi, c'est cautionner, Geoffroy Baha. Si vous dites c'est comme ça, ça veut dire qu'il n'y avait même pas matière. Non, c'est un constat que je fais. Je dis c'est comme ça sous nos cieux. Les campagnes se font comme ça. Et puis, pour beaucoup, c'est que c'est le moment où vous allez avoir votre argent, parce que l'argent même que vous avez, ils vont venir vous remettre, c'est pas pour eux. Et comme le dit le citoyen lambda, c'est notre argent, ils ont pris. Cette fois-ci, maintenant, on va avoir une petite partie. Comme je le disais au début, ce sont des propos que j'ai entendus pendant cette campagne-là. Donc, quand on réfléchit comme ça, on se dit qu'on vient, on se dit on aura du carburant, on se dit qu'on aura ceci, on aura cela. Mais ça aussi, c'est parce que quand vous prenez la bonne frange de la population, elle est dans un dénuement. Chacun vient faire rêver un peuple chaque 5 ans, mais on ne sort pas forcément de ce peuple-là de la misère dans laquelle elle est. Regardez un peu le revenu par tête d'habitant, même au Burkina, vous allez comprendre qu'un t-shirt, ça a une valeur, un repas bien fait et emporté, ça a une valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et que, tout à l'heure Bernard disait, ça aussi c'est notre réalité que nous avons sociétale, vous avez, on les appelle pas grains électeurs, mais c'est des influenceurs d'une façon ou d'une autre, sur le plan politique. Le chef il est là, mais attendez, chaque parti politique qui passera dans sa zone, viendra le voir la nuit. Ou bien il aura des missions quelques temps avant. Il y a des petites choses qui sont un peu glissées, il y a des petits cadeaux qui sont faits, il ne va pas refuser. Dans tous les cas, il s'est dit quoi? Il vous dira, ne comptez pas sur moi, par exemple, pour dire de faire ceci, de faire cela. Voilà. Vous pouvez venir, vous avez ma bénédiction, faites ce que vous avez à faire. C'est ce qu'il vous dira. Mais n'empêche, il y a des cadeaux qui ont été faits, il y a de l'argent qui est passé. Comment est-ce qu'on appellera cela? Ça, c'est aussi notre réalité. Maintenant, on a vu aussi des personnes publiques, politiques, tenir des billets de banque et puis donner. Je pense que il y a l'opposition qui, même avant la campagne, avait pointé du doigt certains partis et certains présidents d'institutions même, d'ailleurs, qui devraient rouler pour certains partis. Donc, je pense que c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes, c'est des pratiques à proscrire, mais qui sont devenues naturelles parce que c'est comme de l'éther qu'on a maintenant sur le corps, parce que c'est devenu tellement habituel. Mais je dis, si on veut questionner le problème, il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au-delà de cela.
Effectivement, Benabouma, on a tout de même un code électoral, on a un code pénal qui est très regardant notamment sur ces questions-là, mais finalement l'autorité judiciaire, elle observe. Non, il faut aller au-delà, je suis d'accord, en profondeur. L'autorité judiciaire observe, oui, il y a des cas d'autosaisine au Burkina, c'est vrai, en général c'est rare. Maintenant, pour les questions électorales, peut-être ça va être une première que la justice aussi s'intéresse à ça. Ça peut venir. Pour voir est-ce que réellement il y a eu des violations des dispositifs, des dispositions légales en la matière. Est-ce que ça pourrait peut-être venir dans le cas de cette élection? J'ai dit c'est possible compte tenu des différents plaidoyers de certaines organisations de la société civile et puis bon voilà. Donc j'ai dit c'est possible. Mais je suis aussi d'accord qu'il faut également aller en profondeur. Aller en profondeur parce qu'il faut tenir également compte du niveau de vie des populations. Des gens qui parfois s'en sortent avec un repas par jour ou 2 repas par jour pour ceux qui sont vraiment nantis d'un certain niveau. En général, c'est un repas par jour. Le reste, on se débrouille pour boucler la journée. Qui doit venir attendre le leader politique pendant 4 heures, pendant 5 heures. Vous ne lui servez rien, il va rentrer à la maison, il va se chercher. Ça aussi, il y a une réalité. Bon, vous voulez que moi je parade quand vous allez passer avec ma moto et mon carburant? Au nom de quelle conviction? Pour des gens aussi qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts, il ne va pas prendre le carburant qu'il utilise pour les courses du village, venir parader pour vous. Ça, ce n'est pas... Mathématiquement, ça ne marche pas. Mais c'est une question de conviction. Quelle conviction, président? Une question de conviction et d'intérêt. Le président lui-même n'est pas convaincu. Ces propos-là, il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Il y en a qui savent qu'il ne peut pas gagner. Et puis quand il disparaît, il ne reviendra plus que quand il a un intérêt. Parce que le marquage serait avec les militants. Je ne parle pas de l'électorat de façon générale. Parce que je parle des militants. Le marquage serait avec les militants, il n'est pas maintenu. Ceux qui arrivent à avoir accès aux leaders après les élections, ce n'est pas tout le monde. Maintenant, dans les localités, vous avez des gens qui mobilisent, qu'on ne sollicite qu'en période électorale. C'est le moment de sa traite, comme on le dit, parlant comme si c'était dans le domaine agricole. C'est cette période qui est arrivée, c'est pendant la période électorale. Et après, c'est fini. Personne ne vient encore. Maintenant, si après les élections, quelqu'un a travaillé sur son mental, les organisations de la société civile ont travaillé pour qu'ils comprennent les enjeux de la démocratie, l'outillage politique a continué pour qu'ils comprennent les enjeux de la démocratie, les enjeux du système électoral, qu'est-ce qu'on appelle corruption électorale et tout. Peut-être que lui-même se garderait de prendre position pour certains candidats ou d'aller sur certaines surfaces de meetings. Mais là, il ne sait pas. Il ne sait même pas que ce qu'il fait là, c'est des cas de corruption électorale. Personne ne lui a jamais dit ça. Vous parlez du politique et de la société civile. Personne n'a eu le temps d'aller lui dire dans son village qu'attention, en période électorale, non. Chacun laisse quand les élections commencent que tout le monde se met à travailler. Tout le monde, partis politiques, organisations de la société civile. Regardez, les médias sont assaillis par les mêmes ONG. De dire aux hommes politiques, aux candidats de prendre des engagements par rapport à tel ou tel volet social, par rapport au genre, par rapport à l'inégalité sociale, par rapport à droit d'accès à l'alimentation, à logement, à ceci. Mais comment ces messages peuvent venir au même moment que l'électorat veut écouter l'homme politique pour comprendre ce qu'il a comme offre politique. Et en même temps, vous écoutez. C'est pas possible. C'est un travail qui devait venir avant. Et aujourd'hui, j'ai dit, les médias sont assaillis par ces mêmes ONG. Les candidats sont assaillis aussi par les mêmes ONG qui veulent qu'ils prennent des engagements. D'autres même leur donnent 6 mois. Celui même qui porte le projet, c'est qu'en 6 mois, le candidat, même s'il est élu, il ne peut pas faire ça. Techniquement, il ne peut pas faire. Qu'il s'engage à modifier la Constitution pour dire qu'il va insérer dans la Constitution, tant en temps, mon ami. Vous-même, vous êtes burkinabé, vous portez un tel projet, vous connaissez les procédures pour vous réviser une constitution, les mécanismes à mettre en... Vous-même, vous savez qu'en 6 mois, ce n'est même pas possible. Techniquement, c'est difficile. Dans notre contexte, avec les procédures, il faut mettre en place une commission, faire ceci, faire cela, faire cela, faire cela. Tous ces mêmes ONG-là viennent à un moment donné où tout le monde est assailli de beaucoup de paroles. Le militant cherche du temps pour écouter son leader et il y a une ONG à côté qui la merde entre griffes. Il faut excuser du peu, quoi. Excusez-moi l'expression, mais il faut aller comme ça. Donc pour vous, dans ce mélo-là, qui va sensibiliser le militant, qui va sensibiliser le citoyen? Il n'y a personne, puisque ça vient de partout. Et en même temps, le leader politique vous dit de ne pas tenir compte de ce que lui dit pendant qu'il est dans le meeting. Parce que ce qu'il dit dans le meeting n'est même pas dans son programme. Ouais, ce qu'il disait Zéphirin Diablé hier. Hier, justement. Il vous dit,
Ce que j'ai dit dans le meeting n'a rien à voir avec mon programme. Ce n'est même pas écrit dedans. Donc il ne l'a pas budgétisé. Peut-être qu'il ne l'a même pas suffisamment mûri ou réfléchi. Il vient dans un meeting, il lance ça et il revient dire aux téléspectateurs non. Alors que on dit, venez nous dire ce que vous allez faire. Vous nous dites ce que vous n'avez pas écrit. S'il est élu, il va dire, écoutez, il y a le discours pendant la campagne, parce que c'est des moments de chute verbale, il fallait convaincre le lectorat, mais à ce qui est possible, à ce qui est réalisable, à ce qui est réaliste, à ceci et cela. Dans mon programme, et vous regardez mon programme, il n'y en a pas ça. C'était pendant la campagne seulement. L'électorat, le citoyen désabusé, il dit, mais il dit quoi là? Et en définitive, on ne sait pas si on peut lui reprocher cela. Voilà. Pourtant, moi, j'étais élu parce que en 2015, le MPP, dont le candidat a été élu président, présente un programme au Burkinabé. Une fois élu, on écrit un autre plan, PNDS. Oui. Bon, on dit le PNDS tient compte du programme du président et tient compte de la prospective Burkina 2025 et tient compte des insuffisances de la SCAD 1 et 2 et tient compte de CSLP, cadre stratégique de lutte contre la corruption, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 1 et 2. Donc le PNDS tient concentré de tout ça. À la fin, 18 000 milliards promis. Le Burkinabé doit financer à plus de 60%. Donc au plan endogène, président, le résultat aujourd'hui, il est où? Depuis le départ de Génitaire, on n'en parle même plus. Voilà. Maintenant, quel a été le travail de ces hommes politiques, de ces organisations de la société civile avant 2020 pour faire comprendre les enjeux réels? De quel discours, de quel contenu on doit regarder? Et quand on n'a pas eu ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit, monsieur est assis chez lui, tout le monde sait que c'est la star du village, c'est l'homme qui mobilise, il est courtisé. Donc quelques mois avant les élections, c'est la cour assidue. Tel parti vient dire, si tu es avec nous, voilà ce que nous allons faire. Si tu viens avec nous, voilà ce que nous allons faire. Il regarde, il dit, bon, ok, comme moi je pèse ici, je vais ici. Et il y en a d'une élection à une autre qui change de camp. Et vous arrivez dans une localité, vous trouvez que la même personne représente 2 ou 3 partis politiques à lui seul. Et Geoffroy, donc vous êtes aussi d'accord avec Bernard Bougouma qu'il y a aussi la responsabilité de la société civile et des acteurs tels que les ONG qui est engagée. On devrait avoir une éducation des masses en période non électorale. Oui, il doit y avoir une éducation. Le problème, c'est que l'élection, on se dit que c'est chaque 5 ans, mais il y a un travail qui doit être fait pour y parvenir, parce que c'est des moments forts pour moi dans la vie d'une nation. Et donc, pour que ces choix soient bien éclairés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est le citoyen avec son sens au plein qui décide de qui on va mettre à la tête pour ce qui est des 5 prochaines années, parlant du Burkina Faso, et d'un certain nombre d'éléments. Mais ça doit se construire avec le temps. Mais pour nous, le problème aussi, c'est que Bernard disait, c'est une période où le discours n'est pas franc. C'est une période où on se dit que ce qui doit faire la décision, c'est peut-être ce que j'aurais reçu de X ou de Y, et peut-être que cela est aussi le baromètre du capital sympathie qu'il a pour moi ou de l'intérêt qu'il a pour moi en tant que citoyen. Mais dans ce cas de figure, vous vous trompez. Et puis maintenant, combien de personnes arrivent à vraiment expliquer leur programme dans chacune des parties du Burkina où ils se rendent? Et puis combien même arrivent à vraiment boucler le territoire? Ça, c'est autant de choses qui peuvent faire débat. Donc ça devient comme un genre de folklore. Et puis ça devient un genre de photo où tout est pratiquement permis. Et puis, le sujet du jour, c'est la question de la corruption. Exactement. Je pense que quand on lit la loi, elle est très claire sur les éléments qui peuvent être vus tels quels. Et parmi ces éléments, il y a la question des pots de vin aux acteurs électoraux, l'inscription frauduleuse sur les listes électorales, il y a l'intimidation de certains électeurs, l'altération plutôt de l'encre indélébile, le transfert et le transport des électeurs pour s'inscrire sur une liste électorale ou pour voter. Le jour du vote, on va voir ici, mais on va vous parler d'organisation on s'est organisé entre nous pour y aller. C'est ce qu'on entend très souvent, mais dans le fond, quand vous voyez, c'est pas forcément cela. Et puis moi, je pense qu'il y a un point aussi, l'utilisation des biens de l'État à des fins de campagne électorale. Il y a d'autres points qui vont venir. La question de l'utilisation, par exemple, des biens de l'État, ça c'est adressé directement au pouvoir qui est en place. Je pense qu'à Bobo Dioulasso, il y a eu un débat, parce que je lisais
sur la toile des postes, et je voyais des postes, et bon, j'ai pu voir aussi les véhicules qui sont passés, dont toutes les plaques d'immatriculation ont été cachées avec des comment dire cela, avec des un peu comme dans les mariages. Voilà, avec des autocollants, je ne sais pas comment je vais appeler cela, mais brindés et tout, ça pose problème. Les plaques sont masquées pour qu'on ne sache pas que ce sont des fonds rouges. Non, je ne dis pas que ce sont des fonds rouges, mais ça pose problème. Ça fait qu'on se pose des questions. Il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à cela. Il y a un genre de transparence à avoir là-dessus. Parce que ça nourrit des suspicions, peut-être inutiles, peut-être que ça n'a même rien à voir. Mais ce n'est pas une période pendant laquelle il faut donner ce genre de message. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense sur la question. Maintenant, j'en parle parce que c'est une discussion qui a quand même nourri la toile. Et ça s'est vu, tout le monde lors de la campagne a pu remarquer cela. Je dis, c'est pas de nature, lorsqu'on sait un certain nombre de textes, à mettre à l'aise. Sinon, après, vous viendrez dire que non, ça n'a rien à voir, ce sont nos véhicules, ce sont ceci, ce sont cela. Bon, ça devient un peu difficile à défendre. Peut-être qu'il aurait fallu une structure indépendante pour veiller sur ces choses-là, de façon... Maintenant, certains vous diront aussi qu'il y a des privés qui louent et qui ne veulent pas qu'après on sache que c'est leur véhicule. Bon, je pense que ce que vous dites, c'est des contrats. Maintenant, quelque chose à ajouter, allez-y. Non, mais même le parc automobile de l'État loue des véhicules. Voilà. C'est des fonds rouges. Vous avez la possibilité de louer un véhicule du parc. Il y a des minibus, il y a des 4x4, vous pouvez louer. Donc, ce qu'on demande aussi à ceux qui l'ont fait, c'est de dire, nous avons loué, voici les pièces. C'est même bon pour notre trésor public d'avoir de l'argent. Si on le laissait comme ça, j'ai des détails aussi. Je pense qu'à l'identification du véhicule, demain on pourra faire les recoupements et savoir si ce que vous avez loué de la période, ça l'est vraiment. Parce que les gens, la campagne est couverte. Mais c'est là où j'en venais. Moi, la campagne est couverte. Allez-y. Je n'ai pas fini. J'ai dit, ça permet de savoir si vous avez loué le véhicule ou si vous avez pris le véhicule seulement dans un ministère, dans votre ministère ou dans votre dépôt, dans une direction générale, vous masquez seulement l'immatriculation, dribbler les Burkinabés et puis aller faire meeting. Puisque dans le même cortège, tous les véhicules n'ont pas vu leur plaque d'immatriculation masquée. C'est bien ça. Il y en a qui n'ont pas été masqués, il y en a qui ont été masqués. Pourquoi certains ont été masqués? C'est pourquoi j'ai dit, il y a dans la garantie aussi de la transparence pour monter patte blanche, c'est de dire au Burkinabé, nous avons loué avec les pièces justificatives. J'ai dit, c'est bon pour notre trésor public. Maintenant, si des privés aussi qui ont loué et qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont loué aussi à X ou à Y, c'est aussi de s'assumer. Parce que de toute façon, avec les réseaux sociaux, vous avez beau masquer, ça va sortir un jour. Donc si vous avez loué, c'est de dire on a loué. L'année où le Blaise Compaoré a battu campagne avec des hélicos et des hammers, en son temps, Salif Diallo, directeur national de la campagne, est sorti, dit non, tout a été loué, ça a été loué à tel coup, c'était loué à tel coup, ça a été loué à tel coup, il a dit. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les montants sont exacts? La personne a pu effectivement vérifier ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai dit, bon, c'est de monter par plan. Si vous avez loué, c'est de dire, on a loué à tel endroit, on n'a pas loué. Maintenant, si ce n'est pas loué aussi, alors là, il y a effectivement un problème par rapport à l'utilisation des biens de l'État. D'accord, allez-y. Oui, je dis que pour moi, il y a une question de message à donner. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne faites pas ça. Parce que le problème, c'est quoi? Demain, vous direz que vous avez loué 5 véhicules. On sait que le parc en a 20 et que nous avons vu dans le cortège la vingtaine de véhicules du parc. Ça veut dire que les 5 que vous avez loués, il y a un problème. Il y a une quinzaine sur lesquelles vous allez devoir vous justifier. Donc, si partout vous avez mis des plaques là-dessus, il y a un problème. Vous avez caché les plaques, il y a un problème. J'ai dit, il y a un message qu'il faut donner aussi. Vous êtes le pouvoir en place, vous serez suspecté d'utiliser les moyens de l'État pour être à l'aise. Ça, c'est une suspicion que vous ne pouvez pas enlever chez vos pourfendeurs. Maintenant, vous devez mettre les gens à l'aise parce que il y a des éléments qui ne sont pas matière à interrogation. Et je pense que ça, c'est un débat dont on aurait pu s'en faire l'économie. Moi, j'ai vu les débats sur la toile et moi, j'ai salué cela. Parce que ça veut dire aussi que le Burkinabé, il y en a qui sont très regardants sur certaines questions. Et je pense que ça, c'était important
important de le relever sur la question de la fraude. D'accord. De toutes les façons, on va emboucher la trompette donc de l'ENLAC pour inviter l'autorité judiciaire à se saisir et s'intéresser à ces pratiques-là, parce que comme on l'a dit, cela peut être constitutif d'infraction au sens donc de la loi pénale. Et puis c'est une question de responsabilité devant l'histoire quand on parle donc d'assainissement de la vie publique au niveau du Burkina Faso. Merci à tous les deux et on va parler en 10 minutes donc de la situation en Côte d'Ivoire. On a vu donc il y a quelques jours l'adresse du chef de l'État élu Alassane Ouattara aux Ivoiriens donc à la télévision nationale. Quelques jours donc après cette allocution, le président ivoirien a rencontré hier, mercredi 11 novembre 2020, le président de la coalition de l'opposition, Henri Konan Bédié, qui donc s'est entretenu environ 45 minutes ensemble. Et au sorti donc de cette rencontre, on a eu tour à tour des prises de parole. Le chef de l'État qui a indiqué qu'il s'agissait d'abord de rétablir la confiance et que le dialogue donc a bien démarré pour le président du PDCI. Lui n'a pas été très loquace, mais en tout cas, il a laissé entendre que cela a permis de briser le mur de glace et que de nouveaux entretiens sont également prévus les prochains jours avec toujours Alassane Ouattara dans le sens donc à trouver la paix. Il annonce d'ailleurs qu'aujourd'hui même, non plutôt demain à midi, demain vendredi, il fera donc le point sur la suite à donner avec l'opposition. En tant que média aussi, on n'oublie pas d'attirer, puisque un bilan a été fait hier aussi par le gouvernement, l'autorité donc ivoirienne qui a donc parlé d'un bilan global de ces troubles politiques qui ont souvent dégénéré en affrontements intercommunautaires, qui s'établit à 85 morts, 484 blessés en 3 mois de crise. Quel est le regard qu'on peut y porter? Commençons par Bernard Bouma. Alors, quand beaucoup de citoyens africains ont vu cette image Bédié aux côtés de Alassane Ouattara, ça a indigné plus d'un et réjouit beaucoup d'autres également. Quelle est votre appréciation de cette image qui a été partagée? Il fallait ajouter que c'est dans le même hôtel. Le Golf Hotel, le fameux hôtel. Qui rappelle 2010, avec tout ce qui s'en est suivi. On se rappelle qu'Alassane félicitait Bédié pour son courage et dit que lui-même il avait dit à Bédié de rentrer, de quitter l'hôtel et puis aller se reposer. Bédié, lui ne peut pas laisser Alassane dans l'hôtel et puis aller dormir tranquille. Donc il reste aux côtés de son petit, quoi. Donc, et puis bon voilà, ça c'était quand le parfait amour se filait entre les deux personnalités. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses effectivement ont évolué. Donc effectivement, l'appréciation ne peut pas être la même chose. Mais je pense aussi s'il y a quelqu'un qui doit être plus ou moins satisfait de mon point de vue, c'est Gbagbo. Je pense que sa sortie asseyez-vous et discutez, asseyons-nous et discutons est en train de prendre. Et son coup de fil passé aussi à Ahmed Bakayoko n'a pas été pour rien, parce qu'il a dit qu'Ahmed Bakayoko avait pris l'engagement de desserrer les taux autour des opposants et de faciliter un certain nombre de choses. J'ai dit, c'est sûr que si Ahmed Bakayoko s'engage ici, il va certainement dire aussi à Gbagbo de parler aussi à l'opposition. Donc c'est sûr que des gens ont travaillé dans l'ombre pour que ces messieurs puissent se rencontrer. Sinon, ça n'allait pas être du tout possible. Je le dis parce que j'ai devant moi le communiqué du PDCI qui rappelle qui dit que les problèmes soulevés par l'opposition demeurent, à savoir le 3e mandat inconstitutionnel du président Alassane Ouattara, la question de l'indépendance de la CEI et du Conseil constitutionnel et la fiabilité de la liste électorale. À ces questions s'ajoute aujourd'hui celle des poursuites judiciaires contre les leaders et militants de l'opposition injustement et illégalement incarcérés, le blocus des résidences des premiers responsables de l'opposition, les violences dont sont victimes les militants de l'opposition, les destructions de biens et les graves massacres des populations civiles. Voici les préoccupations qui sont sur la table de l'opposition ivoirienne. Mais le point d'achoppement, c'est comment faire avec le 3e mandat inconstitutionnel aux yeux de l'opposition du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'Alassane va reculer sur ces points? Ça, je ne crois pas qu'il faut rêver. Mais comment est-ce qu'il va arrondir les angles? Là maintenant, ça va dépendre de la suite, parce que le communiqué également dit, dans les jours à venir, après la satisfaction des conditions préalables soulevées par le PDCI RDA, les discussions, est-ce que le PDCI espère sincère, vont effectivement commencer. Que les gens s'indignent et que les gens applaudissent, j'ai dit l'appréciation ne peut pas être la même chose, mais j'ai dit, il appartient aux Ivoiriens de trouver la bonne formule. Entre une élection imparfaite et une violence post-électorale, le choix revient aux Ivoiriens. Parce qu'à un moment donné, c'est une affaire de rapport de force qui peut-être va être déterminante, ou bien la sagesse
qui va prévaloir, comme Gbagbo aussi l'a dit lors de sa dernière sortie dans son communiqué de presse à l'issue de son appel, du coup de fil passé à Ambak, ça ressort plus ou moins. Donc maintenant, l'autre leçon à tirer, c'est qu'ils ont fait ce que Gbagbo et Alassane auraient dû faire dès les premiers moments de la crise post-électorale de 2010-2011. En son temps, des personnalités comme le professeur Mamadou Koulibaly, du président du leader, avait effectivement fait en sorte que les deux se parlent. Il dit à Gbagbo, parle à Alassane. Il réussit à dire à Alassane, parle à Gbagbo. Les deux étaient d'accord pour les principes, mais les irréductibles des deux, quand on dit pas question, on va jusqu'au bout. Il n'y a pas de discussion possible qui vaille la peine d'être menée. Et il a dit, il connaît bien les deux hommes. S'ils arrivaient à se parler, ils allaient pouvoir trouver une solution. Et la Côte d'Ivoire aurait fait l'économie de nouvelles vies perdues. Ça n'a pas été entendu. Et la suite, on la connaît. Je pense que les deux aussi ont compris et chacun sait qu'il a perdu. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Si perdant, mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver l'essentiel, la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais bon, eux seuls n'arriveront pas. Il y a aussi les éléments de différents camps à prendre en compte. Et pour certains, Geoffroy Baha, c'est un jeu de dupes, parce qu'ils ne comprennent pas comment une opposition qui a bandé les muscles avant la tenue de ces élections, qui a même boycotté et boudé cette élection-là, et qui a aussi refusé, opposé une fin de non-recevoir donc à l'appel, sinon à la main tendue du président Ouattara à une époque avant les élections, peut aujourd'hui se retrouver sur une table pour parler donc de paix, pour parler de retrouver justement la Côte d'Ivoire d'antan. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a une triste réalité dans laquelle la Côte d'Ivoire est en train de glisser. Okay? Vous regardez le 10 novembre, il y a quelques jours, ce qui s'est passé en bateau, ça donne froid dans le dos et ça rappelle les heures les plus sombres de la Côte d'Ivoire. Ça fait honneur à qui? À personne, que ce soit le camp de Alassane Ouattara ou le camp de l'opposition. Et puis les régions qui sont les zones qui sont en train de glisser dans ces violences-là, ce sont les bastions de l'opposition. Donc à un moment donné, il y a le choix à faire, c'est-à-dire continuer de diffuser le ton et puis continuer de compter les morts ou descendre un peu la tension. Je crois que il y a aussi une réalité politique. Il y a Alassane qui a fini de se faire réélire dans les conditions qu'on connaît, mais qui est en train de se positionner en faiseur de paix. Donc, c'est-à-dire en lançant un appel à venir discuter. Lorsque vous refusez cet appel et que vous envoyez toujours les enfants des gens dans les rues, vous êtes en train de vous faire une caricature. Et ça, le politique en tient compte dans le jeu des discussions et puis dans le jeu de positionnement. Il y a une opinion aussi qui vous regarde. Vous ne pouvez pas donner le visage du va-t-en-guerre et du non à la négociation. Il y a une obligation à un moment donné d'apaiser les choses. Et je pense que c'est ce dans quoi l'opposition est rentrée aujourd'hui en termes de phase. Et puis il y a certains de leurs qui sont en prison. Donc ça veut dire que la question de leur liberté et de leur libération devient un point dans la discussion. Donc c'est un problème dans le problème qui s'est créé. Soit il y a cela. Mais il y a la réalité, c'est que tout le monde a peur avec ces Ivoiriens qui sont en train de quitter presque le pays à chaque fois. Il faut trouver un juste milieu. Tout à l'heure, Bernard disait que peut-être c'est ce qui a manqué à Alassane et à Gbagbo en son temps. Mais je dis que le cas n'est même pas le même, puisque Gbagbo et Alassane ont discuté pendant des années, mais il a fallu que chacun tire le couteau pour que ça se règle. Ils ont discuté, ils sont partis à des gouvernements d'union pendant plusieurs années avant des élections, mais on a terminé à avoir des élections et c'est là où tout s'est gâté. Avec 3000 morts. Avec 3000 morts. Ils ont discuté avant, mais ça n'a jamais marché. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, pour moi, c'est que Alassane est en train d'être contraint à être dans la situation dans laquelle Gbagbo était plus ou moins avant, où il gouverne il veut l'obliger à gouverner sans gouverner, ou à ouvrir et à partager son pouvoir. Je pense que c'est dans cette situation qu'on est en train d'aller, où on parlera peut-être d'un gouvernement d'union. Ça sera peut-être le juste milieu qui pourrait être trouvé, où Alassane n'a pas toutes les cartes, où il y a des obligations qui lui sont faites, mais les obligations à Alassane, ça sera vraiment difficile. C'est ce que je pense. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est les Ivoiriens. C'est éviter qu'on retombe dans le passé de meurtre, le passé de violence. C'est ça qu'il faut éviter aujourd'hui. Parce que vous regardez même bateau et autres, ce n'est plus seulement que des affrontements au sens strict politique et tout. On rentre dans des affrontements interethniques, dans des affrontements communautaires. Et lorsqu'on rentre dans ce type d'affrontement-là, on oublie même les questions premières qui nous divisaient. Et même lorsque le politique va s'asseoir et diviser, vous discutez, vous
aurez trouvé d'autres centres de clivage. Et les mots d'ordre même d'union ne trouveront plus d'écho à vos oreilles et à vos yeux. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il faudrait avoir peur qu'on en arrive à cette situation. Mais je crois que l'opposition a fait peut-être une erreur de ne pas aller aux élections. Maintenant, vous regardez les revendications qui sont les leurs. C'est encore à ne pas reconnaître des élections qui sont passées, qui pour Ouattara ne sont plus à l'ordre du jour, et revoir la question de la composition de la CEI et de certaines institutions qui posent problème. C'était le préalable à une élection qui soit transparente. Donc peut-être que s'ils le font aujourd'hui et qu'ils l'obtiennent, ça sera pour les prochaines élections, ça ne sera pas pour maintenant. Je pense que le plus important maintenant pour eux, ça sera la question d'empêcher Alassane d'avoir exercé son pouvoir de façon très à l'aise en l'obligeant à le partager. Maintenant, en temps, on aura eu déjà 85 morts. Oui. Est-ce que ce n'est pas trahir justement le peuple si Justement, c'est pour cela que lorsque vous voyez que vous entendez les propos de Bédia après, il dit on s'est accordé sur s'appeler après et autres. C'est comme si on est d'accord sur notre désaccord et maintenant on va discuter. Maintenant, discuter de quoi? C'est que le dialogue n'a même pas encore commencé. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, c'est un nouvel épisode qui se dessine donc dans cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Merci déjà à tous les deux d'avoir donné votre lecture quant à cette rencontre Bédié-Ouattara. On va suivre la situation de très près et puis nous aviserons également, on reviendra sur ce plateau pour en débattre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'équipe technique de réalisation. On vous retrouve demain, vendredi, pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Demain, ce sera Khaled Ouedraogo qui présidera cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci de votre fidélité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.